Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Bergès, diplômé de l'ISAE SupMeca Paris, puis de l'ESSEC. Donc il combine une solide formation technique et financière. Donc tu vas débuter ta carrière en 1996 chez 3i, donc directement en private equity, avant de participer à la création de Perfecti Private Equity au sein de l'ERMS. Alors ça a changé de nom, tu nous diras, mais effectivement, où tu deviens partenaire en 2005 Mhm. et tu mènes plusieurs opérations majoritaires. Depuis 2011, alors tu vas prendre la tête d'Acto. Ce que tu me disais, c'est qu'il y a eu différents actionnaires, Groupama, Edmond Rothschild, jusqu'à finalement c'est un peu cette scission pour devenir indépendant avec Andera Partners en 2016. Donc voilà, donc aujourd'hui tu sièges au conseil de nombreuses entreprises et tu es l'un des acteurs majeurs du sponsorless en France. Et félicitations pour ce dernier fonds levé plus du milliard. On pourra en parler plus en détail pour mieux comprendre. Alors, j'ai vu originaire du Gers, Tout à fait. tout à fait. Passionné de football et de rugby. Oui, évidemment, pour le rugby. Alors, donc, du coup, tu as apprécié la victoire Du 15 de du 15 France de France. hier, oui, mais à vaincre sans péril, en triomphe sans gloire. J'ai C'est... vu aussi passionné de musique des années 80. Eh oui. Donc voilà, donc tu incarnes un profil à la fois rigoureux, entrepreneurial et profondément humain. Donc merci Stéphane d'être avec nous aujourd'hui. Bah, écoute, bonjour et merci Gaël de m'avoir invité à partager autour de mon autre passion qui est le private equity. Donc peut-être on va commencer par le cursus académique assez rapidement. Donc un cursus on peut dire d'ingénieur Oui, avec les AE complètement. SupMeca, puis un master à l'ESSEC. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces formations-là et comment elles t'ont amené à découvrir le private equity? Alors, j'ai un parcours académique qui aujourd'hui serait considéré comme dans la norme. Il y a 30 ans, pas du tout. Parce que intégrer une grande école de commerce après avoir fait son diplôme d'ingénieur, c'était pas du tout la chose habituelle à faire. Alors pourquoi j'avais décidé ça? Tout simplement parce que il y avait beaucoup moins de choix que maintenant quand on était un bon élève en terminale dans le Gers euh, dans les années 80 que on m'a programmé pour faire maths sup, maths spé, école d'ingé, sans vraiment me demander ce que j'aimais ou quelles étaient mes qualités principales. Arrivé en école d'ingénieur, alors ce qui est très bien, c'est que il y a beaucoup de stages, donc j'ai pu vraiment voir ce qu'était ce métier-là et me rendre compte que c'était pas forcément là où j'allais m'épanouir. D'accord. D'où une réflexion pour rebondir dans des études plus commerciales. J'ai passé les concours des grandes écoles et donc j'ai rejoint l'ESSEC. L'ESSEC. Et après, comment on arrive au Ouais. private equity? Eh bien, l'ESSEC et ça a souvent été précurseur. Quand j'ai intégré l'ESSEC, je crois qu'on devait être la deuxième ou la troisième promo maximum de l'apprentissage, donc euh, très précurseur à l'époque, et aussi précurseur sur la thématique des programmes à la carte. En deuxième et en troisième année, on pouvait bâtir ces programmes à la carte, et il y avait un cours, FIN 354, je ne sais pas s'il existe toujours, mais dans ce cours, au-delà d'être assez avancé en finance, il y avait des anciens élèves qui venaient présenter leur métier. Ok. C'était le mardi soir, c'était avant les mardis de l'ESSEC, il y avait une heure avec un élève, et à l'issue de ce cours, il y avait des gens qui venaient parler de leur expérience en finance de marché, en fusion-acquisition. L'amphi était plein de voir des gens de Goldman Sachs. Les gens étaient fascinés de voir arriver des gens qui faisaient travailler chez McKinsey. Et un mardi, il y a un monsieur qui vient. Je le salue si jamais il écoute. Il s'appelle Bertrand Finet, ancien élève aussi, qui est venu parler de son métier. Son métier, c'était private equity. On devait être 12 dans l'amphi. Il nous a présenté ses slides et disons ce qu'il faisait auprès des PME. Et moi, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais je ne savais pas que ça existait. Et c'est ça. Je suis allé le voir à l'issue de sa présentation pour lui dire, mais comment on fait pour Hmm. faire ce métier? Est-ce que tu peux m'aider? Et il travaillait chez 3i.
Et donc je lui dis, mais est-ce que je peux venir faire un stage avec toi chez 3i? Et là, il me répond, bah écoute, moi, ça va être un peu compliqué parce que j'ai démissionné Mhm. et, je pars chez un autre gérant. En revanche, écrit à un tel et un tel de ma part. On prend pas beaucoup de stagiaires, mais on sait jamais. J'ai écrit et effectivement, ils étaient assez surpris d'avoir des candidatures, puisqu'encore une fois, le métier n'était pas du tout connu. Ils m'ont pris, puis embauché. C'est comme ça que ça a démarré. Donc, merci à l'ESSEC, car ma vocation est née dans l'amphi, dans ce cours de FIN 354. Alors peut-être pour qu'on situe un peu et qu'on ait un peu le contexte, en 1900, donc c'est quoi, c'est en 1987, Non, c'était avant 95, 95. Ouais. ça représente quoi le private equity? Rien. Rien. Quand je dis à mes camarades de l'époque que je vais faire un stage là-dedans, tout le monde me regarde avec des gros yeux. Il faut savoir qu'on a une époque où il y a vraiment cette ouverture qui se passe au niveau de la finance vers Londres. Et donc, j'ai envie de dire, les bons, les très bons, les excellents élèves de l'ESSEC ou d'HEC, ils partent à Londres. D'accord. Et c'est quoi pour faire de la finance de marché Finance de ou marché M&A? et fusion-acquisition. Mais beaucoup finance de marché. Donc, quand je dis, moi, ce que je vais faire, c'est rencontrer des PME qui ont des tout petits chiffres d'affaires pour leurs problématiques de haut de bilan. On me dit, mais Stéphane, là, bon, ok, c'est bon, c'est la phrase qu'on dit toujours d'ailleurs à ses enfants, si ça te plaît, c'est bien. Mais je sentais quand même que je partais pas dans une voie qui allait me mettre tout en haut de l'image et de l'échelle au sein de l'ESSEC. Du moins au début. Écoute, en tout cas, on ne pourra pas dire que j'avais fait ça pour chercher la gloire. Donc, donc tu as l'heureux bonheur de commencer donc stagiaire chez 3i. Et embauché derrière, ouais. Et embauché derrière. Ouais. Alors, comment ça se passe ce début-là chez 3i? 3i, alors, aujourd'hui, 3i, c'est 80% du portefeuille, c'est actions. Mais Voilà. à l'époque, en fait, c'était quoi? on pourrait faire très long sur 3i qui a eu vraiment plein de vie. Mais 3i, c'est le pionnier du private equity en Europe. Ça a été créé en 1947, dans l'immédiate après-guerre, par le gouvernement anglais et quelques institutions dans une logique de reconstruction. D'accord. Il faut reconstruire l'Angleterre et le UK après la guerre et il faut recréer les entreprises. Donc comment est-ce qu'on va les accompagner en fonds propres pour aider à cela? Ensuite, ça s'est développé au niveau pan-européen puis mondial. Ça a connu différents affres derrière, mais c'était un pionnier. Quand je rejoins 3i, le thème, c'est 3i et avec une société qui n'existe plus, qui s'appelait la Financière Saint-Dominique. C'est l'un des deux plus gros acteurs du capital investissement en France. Et le seul un peu structuré. Ça adresse des petites entreprises, alors pas des startups, des petites entreprises dans des logiques de transmission. Donc on démarre. On démarre sur, écoutez, vous savez, il n'y a pas que la bourse, et pour l'ensemble des sociétés, je dirais que les marchés boursiers en France et en Europe ne sont pas très développés, mais alors à l'époque, c'est encore moins. Donc, un dirigeant ne sait tout simplement pas comment rendre liquide une partie de son patrimoine, or céder à son principal concurrent. Ouais. Et donc 3i va faire son nid là-dedans en disant, mais vous pouvez vendre une minorité, parce qu'au départ 3i ne fait que du minoritaire. D'accord. Du capital pour commencer à patrimonialiser. Et on va vous aider à faire monter des équipes et en 1, 2, 3 temps, vendre votre entreprise. Donc il y a un vrai accompagnement patrimonial, personnel, exactement, très bienveillant au niveau de l'entrepreneur. Complètement. Complètement. Et avec une logique qui est de dire, parce que les fusions-acquisitions ne sont pas du tout celles d'aujourd'hui, en fait, ces entrepreneurs, il faut les démarcher. Donc 3i, et j'ai été formé comme ça, alors ça fera sourire ceux qui me connaissent au niveau commercial, j'ai été formé à être un VRP du private equity. C'était la méthode 3i. On appelle, il n'y a pas internet, on appelle des dirigeants qui ne connaissent pas du tout ça, pour qu'ils nous accordent un premier rendez-vous, puis un deuxième, puis ainsi de suite, jusqu'à arriver à un deal. Okay. 3i, leader de ce marché-là. Ensuite, a pivoté vers les startups au moment de l'épopée Internet à la fin des années 90.
puis l'infra, puis plein de choses, voilà. Et moi, j'ai quitté, Voilà, exactement. en fait juste derrière pour rejoindre donc effectivement Euler Hermès, qui s'appelle aujourd'hui Allianz Trade, qui est donc une filiale du groupe Allianz, qui, dans son métier d'assureur crédit, c'est un groupe qui va assurer les transactions commerciales. Donc, si jamais il assure une transaction et que le client ne paie pas, c'est lui qui va payer le Hmm, fournisseur. Donc, il d'accord. garantit le risque de non-paiement. Ok. C'est un groupe absolument incroyable, Allianz Trade. Pour les jeunes qui nous écoutent, n'hésitez pas à postuler chez eux en stage en termes d'analyse financière. Ils sont champions du monde. Ok. Très très bon, très très pointu. Et ils prévoient donc les risques de défaillance. Et ils se sont dit, mais pour prévoir ça, vu qu'ils sont archi leaders, on a des bases de données mondiales sur les entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces bases de données? On pourrait peut-être, comme on sait qui sont les meilleurs payeurs, voir si on ne peut pas fournir des services de haut de bilan à Hmm, ces PME que l'on sait être d'accord. particulièrement performantes. Et c'est là qu'est né le concept de Perfectis Private Equity que j'ai cofondé. Donc c'est drôle parce que du coup tu commences dans la pratique private equity, donc déjà c'est quelque chose d'assez niche à l'époque, mais t'es pas sur la partie dette, Ah non, pas du tout. Et, equity. et ensuite, 10 ans après, Ouais. tu te dis, alors bon ça s'est développé, mais je repars sur quelque chose de nouveau quand même. La dette, pourquoi est-ce que la dette elle t'intéresse à ce moment-là? Pourquoi pas rester dans une certaine forme de facilité, en plus dans un marché qui se développe rapidement? Alors, en fait, c'est pas tant la dette à la base et la dette mezzanine qui m'a plu que la notion de différenciation. Je fais mon parcours chez Perfectis, donc en gros, on arrive au mi-temps des années 2010, enfin en 2010, pardon, et là, après presque 15 ans de private equity, je constate déjà quelque chose de fort, c'est qu'est-ce qui différencie un fonds de LBO majoritaire d'un autre fonds de LBO majoritaire dans un processus qui est devenu organisé Ouais. par un M&A, parce que en 15 ans, je suis passé de je démarche les Hmm. entrepreneurs en cold call à je participe à des processus de vente Structuré. structurés. Là, aujourd'hui, ça paraît, quand on parle de nos amis de Rothschild Co, ça paraît évident de parler de transaction R, qui est la partie small et lower mid. Mais moi, quand j'ai démarré, transaction R n'existait pas. Pier Paolo Carpinelli, il est venu une fois me présenter la création de Transaction R au début des années 2000. C'est dire que ce marché s'est professionnalisé. Et donc, les processus de vente aussi. Et cette notion de différenciation quand on est un fonds majoritaire, j'ai vécu le fait que c'était très dur. Très dur de se différencier autrement que par un thème que tout le monde connaît, le prix. Hmm. Je remporte un deal quand je suis un fonds majoritaire, pas parce que je suis le plus sympa, pas parce que je suis le plus intelligent, pas parce que je connais mieux le secteur que les autres, parce que je paye le meilleur prix. Et ça m'a beaucoup marqué. Et donc j'étais en quête de différenciation. J'observais beaucoup ce qui se passait ailleurs, sur comment les fonds essayaient de se différencier. C'est à ce moment-là que les fonds de private equity ont commencé à développer des compétences sectorielles, des verticaux, plus ou moins clivants. D'accord. C'est à ce moment-là que des stratégies qu'on a appelées contrariantes ont commencé à naître, Argos, Equistone. Et en fait, il y avait un acteur, et donc je crois que tu vas le voir bientôt, donc je le salue aussi, qui s'appelait Capzanine, Capza aujourd'hui, qui avait lancé une stratégie de mezzanine hybride. C'est-à-dire il y avait des fonds de dette mezzanine, je reviendrai sur ce qu'est la dette Ouais. mezzanine un petit peu après, qui existaient, mais ça a été le premier fonds à dire on va faire de la mezzanine et du capital, donc de la dette et de l'equity. Donc un produit déjà différent. Ouais. Et ça m'a beaucoup perturbé sur leur approche du marché. Ensuite, il faut de la chance. Et j'ai eu de la chance, puisque un de mes principaux clients
chez Perfectis s'appelait Groupama, l'assureur, et il se trouve qu'il avait une filiale de private equity où était la stratégie Acto. Ok. Donc moi je ne suis pas un des fondateurs de la stratégie Acto, j'ai été Repreneur. repreneur si on le souhaite, et dans cette stratégie il avait quelques soucis. Et tiens, cette stratégie faisait de la mezzanine et du capital. Et là, Je me suis dit, on est dans la différenciation, on va creuser ça. J'avais 40 ans, on m'a proposé de prendre la tête de cette stratégie. Et oui, c'était plus facile de devenir associé d'un autre fonds de private equity classique. Et là, c'est l'ego qui a parlé. On m'a proposé d'être boss. Et je me suis dit, il y a la différenciation, je peux être le patron. Si jamais je rate, c'est quoi l'impact ? J'aurais essayé. Donc j'ai plongé. Mais c'est vrai, c'est la facilité de rester dans un fonds de private equity, mais en même temps, être boss, tout le monde ne veut pas être boss de quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a quand même une fibre entrepreneuriale dans toi. Parce que tu regardes les concurrents, tu dis la différenciation ici, etc. C'est comme un comportement assez entrepreneurial. Alors, entrepreneurial, je sais pas, une forme de volonté d'être maître de son destin, c'est certain. Et c'est amusant ce que tu dis, parce que je ne l'avais pas forcément intellectualisé comme ça. Mais oui, il y avait en tout cas une modeste vision est peut-être un peu trop fort, mais anticipation de comment le marché pouvait évoluer et de comment j'avais envie d'y apporter quelque chose. Alors je voulais commenter un peu le fait d'être boss en private equity, parce que l'industrie du private equity, elle est assez drôle pour ça. C'est-à-dire que c'est la seule industrie que je connaisse où 99% des gens qui rejoignent ce métier, en fait, ne veulent pas être boss. Ce qui est un peu atypique par rapport à toutes les autres industries. Alors pourquoi ? Parce que ce qui fait le sel de ce métier, ce qui motive les gens, c'est bien sûr de progresser, et les grades c'est important, mais c'est de faire des deals, d'être dans le deal making et au fil des années, d'abord de savoir bien les analyser, bien les présenter, être capable de convaincre, être capable d'embarquer un comité d'investissement et puis bien sûr d'être des membres de board crédibles, efficaces auprès d'entrepreneurs qui les auront choisis. Mais à aucun moment, les gens rentrent dans ce métier pour se dire « Ah, si je suis bon, un jour, je vais être chef ». Parce que être chef, c'est se détacher un petit peu de ça. C'est s'occuper plus des levées de fonds. C'est manager l'équipe. C'est faire face aux difficultés de deals qui ne sont pas les siens. Donc tout ça, ça ne fait pas forcément rêver ceux qui sont dans les fonds de private equity, qui veulent bien sûr et ont l'ambition d'être associés, mais pas forcément d'être le responsable de telle ou telle équipe et stratégie. Et donc du coup, à 40 ans, tu acceptes de dire au revoir un peu à... Alors exactement, de ne pas dire au revoir à tout, parce qu'en fait, j'ai continué à faire des deals, mais j'ai pris des choses en plus pour ce challenge-là. Alors, et donc comment ça se passe finalement cette transition, le début de ce rôle nouveau, jusqu'à peut-être la prise d'indépendance ? Alors, comment ça se passe ? D'abord, j'arrive au sein de cette équipe et la première bonne nouvelle, parce que j'étais un peu parachuté par Groupama, pour ne pas les citer, c'est que Arnaud Faure, Laurent Fichter, Jean-Baptiste Bessières, qui sont toujours mes associés aujourd'hui, ne m'ont pas passé par la fenêtre tout de suite et ont accepté de me laisser un tout petit peu travailler le sujet pour voir si j'allais apporter quelque chose à ce qui fonctionnait déjà correctement. L'idée avec la stratégie Acto, c'était donc en 2011, c'était que le marché évoluait et que la dette privée commençait à émerger. C'est là où je vais faire un petit focus sur le marché de la dette privée. Okay.
la dette privée, c'est quoi? C'est de la dette qui est non bancaire. Ce marché, en Europe, il s'est ouvert post-crise financière de 2008-2009, quand le régulateur a décidé de contraindre les banques dans leurs octrois de crédit. On se rappelle dans les cours, normalement, il y a un lien entre les dépôts et les crédits, et là, le régulateur, c'est ce qu'on appelle les règles de Bâle, viennent impacter les banques en disant on va mettre une contrainte de fonds propres, parce qu'il faut que vous puissiez faire face aux défauts issus de la crise de 2008-2009. Et c'est comme ça qu'il y a eu les règles de Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3. Bon, Bâle 3, Donald Trump n'est pas trop d'accord, mais en tout cas, les banques sont contraintes dans leur octroi de crédit. Or, post-crise financière, l'économie repart, et donc les entreprises, on va rester sur les entreprises, on ne parle pas des particuliers, ont des besoins de financement. Ouais. Que les banques ne peuvent pas assumer totalement de fait de ces règles. D'où la création d'une finance privée, de fonds de dette privés. Ils arrivent, et un modèle de fonds de dette privée, c'est assez intéressant, parce que ça ne peut se rémunérer que sur le prêt, contrairement à une banque. Une banque, elle va se rémunérer de plein de façons. Sur le taux d'intérêt, bien sûr, mais aussi sur les cartes de crédit, sur les conseils qu'ils peuvent donner, sur la gestion de l'épargne, bref, un modèle universel. Pourquoi je dis ça? Parce que dès le départ, et ça n'a pas bougé depuis, ça veut donc dire que les fonds de dette privée, pour le même risque qu'une dette bancaire, vont être plus chers. Ils n'ont pas d'autre moyen de se rémunérer, donc ils sont plus chers. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, comment ce marché peut se développer alors qu'ils sont plus chers que les banques? Je le redis, contrainte des banques en matière d'octroi de crédit, elles ne peuvent pas répondre à tout, et les fonds de dette privée ont développé une agilité, une rapidité pour gagner des parts de marché face aux banques qui sont vécues comme moins souples, moins rapides. Ensuite, les fonds de dette privée se sont dit, comme on prend une marge par rapport aux prêts bancaires, quels sont les prêts bancaires les mieux margés? Et là, c'est arrivé comme une évidence, ce sont les prêts de financement LBO. Les fonds de dette privée se sont donc engouffrés dans le financement des LBO, en appliquant une marge. Ça tombe bien, parce que les prêts de LBO sont réservés aux meilleures entreprises. Et là, miracle, c'est aux meilleures entreprises qu'on prête le plus cher. Génial. D'autant plus qu'ils se sont dit, c'est quand même dur de remporter un prêt LBO. Une fois qu'on a prêté à l'entreprise pour son rachat, elle a encore des prêts bancaires à droite et à gauche. Eh bien, on va imposer à l'entreprise de rembourser ses prêts aux banques et de ces prêts, de tous les mutualiser dans un seul produit qu'on a appelé unitranche. D'accord. Tu l'as compris, un fonds de dette privée, il est ravi de refinancer un prêt sur une voiture, une machine, ce que tu veux, où il y a un actif, donc le prêt était évidemment pas cher, il le remonte dans sa dette unitranche, qui est celle la mieux margée, et il continue à financer la voiture, donc c'est formidable. C'est formidable pour lui. Ces fonds de dette privée sponsored, pourquoi sponsored? Parce qu'ils vont tous financer des LBO qui sont gagnés et organisés par des fonds de private equity majoritaires. Ça, c'est 95% du marché. C'est ce marché qui a explosé à partir de 2013-2014 et qui a encore accéléré post-Covid. Aujourd'hui, dans l'univers des marchés privés, la dette privée est devenue le plus gros marché et celui qui croît le plus vite. Ça, c'est le marché. Et, si tu te rappelles, moi j'ai parlé différenciation. Là, donc, au moment où je prends la tête d'Acto, tu as ce truc-là qui s'ouvre. Et donc, que fait tout le monde? Il va là, puisque c'est là où il y a la croissance. Sauf toi. Et voilà, et moralité, tout le monde va là. Et pour se battre, quand tout le monde fait la même chose en dette privée, c'est la même chose que pour l'equity. Il y a un critère de différenciation qui est le prix.
Donc les fonds de dette privée se battent entre Ah oui. eux à celui qui prêtera le plus, le moins cher. Donc évidemment, moi j'ai dit non, ça je vais pas jouer à ça, je quitte l'equity parce que je trouvais que on n'avait pas une offre assez différenciée. C'est pas pour me jeter dans un truc qui va être Ouais. pareil, même si je vais avoir 10 ans de croissance. Et c'est là qu'on décide avec les collègues, alors je soumets l'idée, ils en faisaient déjà, hein, de dire qu'on va faire que du sponsorless. Alors pourquoi? Parce que déjà, sponsorless, pas de sponsor, on ne va pas être comme les autres. Et puis surtout, et c'est ça l'axe Acto, on ne va pas être en concurrence avec des fonds de dette privée, on va être en concurrence avec des fonds en capital. Et c'est ça qui est super intéressant dans ce que nous faisons. Notre stratégie, c'est de la mezzanine sponsorless. C'est quoi? C'est aider des entrepreneurs soit à prendre le contrôle de leur PME s'ils sont actionnaires minoritaires, soit s'ils sont déjà actionnaires majoritaires, à en détenir l'intégralité. Dans ce contexte-là, ça veut donc dire qu'il y a des actionnaires qui vendent. Ces actionnaires vendeurs, que font-ils? Ils vont confier un mandat de vente à une banque d'affaires qui va organiser un processus de mise en vente de la société. Et dans ce processus, tu vas avoir des industriels potentiellement, alors sur du minoritaire non, mais sur du majoritaire pourquoi pas, des fonds en capital qui ont leur axe de différenciation très fort, le prix, et puis nous. Et nous, on va dire au prix, au meilleur prix, on va permettre à l'équipe de management de racheter l'entreprise. Alors tu as des équipes de management qui ne veulent pas racheter, Ouais. qui préfèrent avoir un actionnaire majoritaire. Bon, ça on le sait très vite généralement, donc on sort, on est éliminé très vite. Et puis tu as des équipes de management que ça stimule et qui disent ouais, jusqu'à tel niveau de prix, parce que c'est quand même un peu des enchères, jusqu'à tel niveau de prix, je suis prêt à m'engager pour racheter l'entreprise. Et là, la solution, c'est Acto. D'accord. Et donc on a des processus compétitifs, il peut y avoir 5, 10, 15, 20 offres différentes, mais c'est souvent 19 fois la même offre et une offre à part, différenciée, qui est celle d'Acto. D'accord. Et c'est ça que nous faisons depuis 15 ans. Et donc il y a 15 ans, des fonds uniquement sponsorless. Il Ça se comptait sur... Non, mais il n'y en avait pas, il n'y en a quasiment toujours pas. Ah, aujourd'hui, toujours pas? Non, très peu. En tout cas, pas à notre taille. D'accord. Parce que là, du coup, belle transition sur la taille. Vous venez du coup d'annoncer une levée de 1,1 milliard pour le dernier fonds, qui a d'ailleurs largement dépassé le hard cap. Enfin, oui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la vision que vous aviez au départ de ce nouveau fonds? Pourquoi est-ce que selon toi ça a dépassé le hard cap et de loin? Voilà quelques... Bon, d'abord, ça n'a pas été facile. Il faut déjà dire les choses. On vit dans un marché de la levée de fonds en private equity qui est très compliqué. Alors, la levée de fonds est très compliquée parce que nous sommes entrés dans une phase de consolidation très forte. Alors, la consolidation, quand on prend ce mot-là, tout le monde imagine des fusions-acquisitions. C'est un petit peu vrai, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que tous nos clients et nos prospects, qui sont donc des institutions financières, des fonds de pension, des banques, des assurances, des mutuelles, et aussi des banques privées, rationalisent leur portefeuille de private equity et sélectionnent quelques gérants par classe d'actifs de private equity. Dans ce contexte-là, le chiffre, il est sorti, en 2025, 50% de la collecte mondiale en private equity, des levées de fonds, a été concentrée sur 10 gérants. Je précise pour les auditeurs, il y a des milliers et des milliers de gérants dans le monde, plus de 30 000. 10 ont collecté 50%. Ça veut bien dire que malheureusement, il y a des gérants, beaucoup, on parle de zombie fund, qui n'arrivent plus à lever d'argent. Ce qui est triste d'ailleurs, c'est que ce n'est pas forcément lié à des contre-performances. C'est juste que la rationalisation qui est en cours, elle est multicritère. Alors elle est multicritère, la performance, on va y revenir, la différenciation parfois, mais aussi et surtout les perspectives. Est-ce que la succession de tel gérant est déjà organisée? Est-ce que l'actionnariat de ce gérant est pérenne? Bref, une gestion par les risques
alors qu'avant, c'était une gestion uniquement par la performance. Dans cet univers-là, comment nous, on est arrivé? Alors d'abord, pour prendre les sujets dans l'ordre, on a pris une décision stratégique avec mes associés il y a de cela quelques temps, qui a été de dire, nous sommes indépendants, c'est absolument génial, toutefois, on doit se prémunir contre ce que je viens de dire, à savoir des clients qui pourraient arbitrer en disant, mais est-ce que c'est pérenne? Et donc, nous avons ouvert le capital d'Andera, qui nous appartenait à 100%, auprès d'une institution financière de premier plan, New York Life. New York Life, c'est le plus gros et le plus vieil assureur vie américain, c'est noté AAA, mieux que la France, qui a pris une minorité chez nous, mais qui donc est un socle actionnarial qui permet de rassurer nos contreparties sur le fait de dire écoutez, le jour où Stéphane il est plus là, ou s'il arrive quelque chose, c'est pas grave, il y a l'un d'entre vous qui a 180 ans d'existence qui s'assurera que tout va bien. 2, la dette privée s'est formidablement développée, je l'ai dit, et il y a des clients qui ont commencé à avoir un petit peu de recul sur ce qu'ils avaient dans leur portefeuille et qui ont constaté ce que je disais, à savoir que ce formidable développement s'accompagnait de prises de risques plus importantes, moins bien rémunérées. Et ce qui nous a aidé dans notre levée de fonds, ça a été de démontrer que notre prise de risque chez Acto, elle était constante à travers les véhicules et les fonds, quelles que soient les conditions de marché, et que notre rémunération présentait un alpha très élevé par rapport aux autres stratégies de dette. Donc, un niveau de risque constant et qui était comparable aux autres avec un alpha bien supérieur. D'accord. Alors on me demande toujours, mais pourquoi? Je l'ai dit, parce que nous ne sommes pas en compétition avec des fonds de dette privés. Nous sommes en compétition avec des fonds en capital sur les deals. Et donc, notre pricing, nous pouvons le défendre en direct sans être confrontés à 25 fonds qui font la même chose que nous. D'accord. Ça, cet aspect différenciant de la performance allié à la stabilité de l'actionnariat, ça a été un vrai moteur pour convaincre. Et puis il y a le troisième facteur qui a été décisif, c'est depuis l'été 2022, le private equity en matière de distribution, retour de cash au LP, est à l'arrêt. Quand je dis est à l'arrêt, personne n'a tenu ses prévisions de retour de cash. Et dans le mauvais sens, évidemment. Alors, personne, c'est pas tout à fait vrai. Puisque la beauté de notre stratégie, c'est que c'est une stratégie qui est extraordinairement liquide. 2022 a été une magnifique année de liquidité pour la stratégie Acto, 23 aussi, 24 aussi, 25 aussi. On a fait des statistiques pour nos clients il y a une semaine pour leur démontrer à la fois les écarts entre ce qu'on avait dit et ce qui s'est passé, c'est-à-dire en gros il n'y a pas d'écart, et surtout le côté réplicable des retours de cash. C'est la beauté de la mezzanine sponsorless par rapport à la dette privée traditionnelle. La dette privée traditionnelle, un fonds unitranche va prêter à un sponsor, le fonds unitranche va attendre que le sponsor vende pour récupérer sa dette. D'accord. Comme depuis 3 ans, les sponsors ne vendent pas, la dette, elle n'est pas remboursée. Elle verse son coupon, mais elle n'est pas remboursée. Au bout d'un moment, quand c'est à l'échelle d'un portefeuille, un client dit, bon, c'est vrai que les coupons, c'est super, mais si je pouvais récupérer quand même de temps en temps un petit peu de mon nominal, ça m'arrangerait. Surtout quand le reste du marché ne renvoie pas de cash. Donc là, les clients se sont dit, mince, c'est corrélé avec la liquidité des fonds sponsors. La mezzanine sponsorless Acto n'est pas corrélée au marché des sponsors et surtout, elle se rembourse. Quand on met en place une mezzanine, on met en place, donc une mezzanine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une dette subordonnée. C'est-à-dire que une unitranche, on en a parlé, vient remplacer des prêts bancaires. Une mezzanine, ça vient compléter un prêt bancaire. Donc il y a un prêt LBO
Au-dessus, il y a de la mezzanine et au-dessus, le capital du management. Donc elle est indépendante. Quand on choisit bien une société et qu'elle se développe, eh bien, la société rembourse la dette bancaire. C'est normal. La dette mezzanine, c'est une dette in fine. Et puis après 3 ans, après 4 ans, comme la société s'est bien développée et qu'elle a remboursé déjà la moitié de la dette bancaire, les banques disent à la société, mais écoutez, votre rentabilité s'est développée, vous nous avez remboursé à moitié. En fait, si on applique les mêmes ratios qu'il y a 3 ans, on peut vous reprêter de l'argent pour rembourser la mezzanine. Et en plus, ça va vous coûter moins cher. Il n'y a pas d'opération sur le capital, il n'y a pas de vente de l'entreprise et pourtant, Acto sort et rend l'argent au client. Ça, ce côté mécanique, c'est quelque chose qui a été décisif dans notre levée de fonds et qui nous a permis d'aller chercher effectivement de battre notre hard cap dans un marché extrêmement polarisé. Il y a 2 points que je voulais aborder liés au fond, même à la performance. Est-ce que cet environnement, on va dire, de ces dernières années avec des taux d'intérêt qui étaient assez élevés, ont aussi été finalement quelque chose qui ont impacté positivement la performance de vos fonds? Et comment est-ce que finalement une vision un peu court terme, moyen terme, la baisse des taux et peut-être la potentielle baisse des taux peut affecter ou non votre stratégie? Alors, quand on parle taux d'intérêt, il faut toujours élargir la vision parce que une hausse ou une baisse de taux d'intérêt, c'est pas que l'impact sur la performance d'un outil, c'est toujours lié à ce qui se passe au niveau économique. Donc, est-ce que la hausse des taux à partir de l'été 2022 jusqu'à globalement fin 2024, ça a un impact positif sur la performance des outils? Réponse oui, puisque nos outils sont à taux flottant. Donc oui. Est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle? Réponse non, parce que on pratique des politiques de hausse de taux pour casser la croissance économique et casser l'inflation. Donc, on se retrouve avec des marchés qui ralentissent. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe en France, en Europe. Donc, c'est pas très bon de façon générale pour le business. Et j'en veux pour preuve que les taux de défaut des fonds de private equity, des fonds de dette privée augmentent depuis 2 ans liés à ça en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu des deals qui ont été faits en 2020, 2021, 2022 à une époque où les taux étaient nuls. Là, l'inflation arrive et permet aux boîtes d'accélérer leur développement parce que quand l'inflation est là, les gens augmentent les prix en fait. Donc le chiffre d'affaires se développe. On se dit c'est pas bien, donc il y a des raisons aussi. On casse la croissance. Et là, il y a des effets ciseaux qui peuvent se passer sur les sociétés qui, finalement, avaient des business plans de très forte croissance, deviennent flat, la dette prend cher, l'equity aussi, c'est un effet néfaste. Voilà. Ouais, donc il peut y avoir des points positifs comme des choses négatives et inversement. Deuxième point que je voulais évoquer, c'était peut-être aussi l'ouverture au retail. J'ai lu alors, dans l'entretien que vous avez donné, MACSF, vous soulignez que le produit maintenant était historiquement réservé aux institutionnels et était désormais proposé aux épargnants via une assurance vie. Est-ce que le fonds en a bénéficié et comment est-ce que ça se passe peut-être pour les personnes qui seraient intéressées? Fait, jusqu'à il y a peu, là aussi, si on fait un peu d'histoire, pardon de ce côté vieux, mais à la base, le private equity, c'est réservé aux institutionnels, à quelques grandes fortunes, puis les gestionnaires de fortune commencent à le démocratiser sur des tickets qui sont d'abord supérieurs aux millions d'euros pour les individus, donc c'est une démocratisation relative, puis ça descend à 100 000, mais on n'est toujours pas dans le grand public. Et on observe depuis 2-3 ans, en France, depuis la fin 2024, avec la loi Industrie verte, la volonté des pouvoirs publics de permettre à tout épargnant d'investir en private equity. Alors, pourquoi c'est bien et pourquoi il faut faire attention? Alors, pourquoi c'est bien? Parce que toutes les études le montrent,
le private equity au sens global, c'est la classe d'actifs qui, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, bat toutes les autres. Donc pourquoi est-ce qu'on priverait l'épargnant de la classe d'actifs la plus performante ? Il n'y a pas de raison. Donc c'est bien. Ce qui est là où il faut faire attention, c'est que c'est une classe d'actifs illiquide. Donc il est important que le particulier qui va dans le private equity ait conscience du fait que son argent va être immobilisé. Dès l'instant où on touche à l'épargnant, au citoyen normal, donc sans, je dirais, sélectionner par la taille des montants investis, on se dit quand même que investir dans des fonds fermés, où l'épargnant est bloqué 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est quand même pas une bonne idée. Et donc, on est allé, je dis on, c'est le marché, mais nous, on l'a fait aussi avec joie, vers ce qu'on appelle des evergreens. Autrement dit, on a essayé d'appliquer au private equity ce qui se passe dans les fonds traditionnels, liquides, de côté, que tout un chacun peut avoir dans son assurance vie, dans son plan épargne retraite ou même dans son compte titre s'il le souhaite. Et donc, c'est permettre à des particuliers d'investir quand ils veulent et de sortir des fonds. Alors, j'aimerais dire que c'est quand ils veulent, c'est malheureusement pas le cas, mais presque quand ils veulent. Donc, il faut quand même être éduqué sur le fait que l'argent peut être bloqué un petit peu quand même. Et pas tout aussi. Et pas tout, évidemment. Exactement. Il y a plein de sophistications là-dedans. C'est ce que nous avons fait pour le compte de la MACSF, donc qui est la mutuelle du personnel médical en fait en France, via ce fonds, cet UC Andera dette privée, qui a eu un succès, qui a un succès extrêmement fort. Et je vais revenir aussi pourquoi. Parce que la MACSF s'est dit, ben voilà, je veux que mes sociétaires puissent avoir du private equity. Et là, je vais parler pour le compte d'eux, mais je dirais, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, avec une logique qui était la suivante. Oui, le private equity est performant, mais le particulier, dans le private equity, il faut faire attention à deux choses. Un, dans les stratégies en capital, en equity, il y a quelque chose contre lequel on ne sait pas trop lutter, qu'on appelle la courbe en J. Quand vous investissez dans un fonds en capital, c'est contre-intuitif. Vous allez investir 100 et puis pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir que vos 100 valent 98, 95, 90, 85, 80. Vous dites, j'ai fait une immense bêtise. Et puis à partir de l'année 4, vous voyez que ça remonte à 90, etc. Et après, pour les meilleurs fonds, vos 100 vont devenir 190, 200, 210, 220, 250 parfois, et peut-être même 300. Que ce soit en fonds fermés, fonds historiques ou en evergreen, on a beaucoup de mal à ne pas avoir cette courbe en J qui s'explique. Il y a des frais qui viennent pénaliser la performance et les deals en capital, on ne les revalorise pas avant 1 an et demi, 2 ans. Pour le particulier, c'est peut-être compliqué à comprendre et surtout c'est une zone de stress. Donc la MACSF s'est dit je vais plutôt aller dans la dette privée parce que j'ai pas de courbe en J, parce que j'ai des taux d'intérêt versés par les dettes privées qui battent les frais et qui permettent d'avoir une performance positive dès le début. Donc pour rentrer dans le private equity, c'est quand même mieux de voir que son argent progresse, si ce n'est au jour le jour, au moins tous les 15 jours. C'est comme ça et pour ça qu'ils ont retenu la stratégie Acto en se disant, là on a un produit qui a des coupons très élevés, qui permet donc à l'épargnant de voir sa valorisation monter. L'autre aspect très important, et je crois qu'il y a 10% des Français qui sont maintenant bien au courant du concept de volatilité, ce sont les 10% de la population française qui ont investi dans les cryptos, et qui ont donc découvert ces dernières semaines que ça ne peut pas que monter, et que parfois quand ça descend, ça peut descendre très vite, très fort. Dans le private equity, il y a moins de volatilité que sur les marchés. Pourquoi ? Parce que, et là je raisonne sur la partie equity, dès l'instant où on a une bonne sélection et qu'on investit sur un bel actif,
on va être en plus-value. Plus ou moins, suivant l'effet de levier, suivant le prix qu'on a payé à l'entrée, est-ce qu'il était trop cher, pas assez cher, mais globalement, si la société se développe en 3-4 ans, il y a une plus-value. Donc on est moins volatile que sur les marchés financiers où des événements un peu externes peuvent impacter la valorisation d'une entreprise. En dette privée, on a encore moins de volatilité. On a un risque de défaut, on a un risque d'avoir mal choisi une entreprise et donc qu'elle ne soit pas capable de payer sa dette. Alors là, c'est une perte, bien sûr. Mais évidemment, même si elle ne se développe pas, qui peut impacter la valeur de l'equity, on a le coupon. Donc ça marche. Donc la conviction qu'on a eue avec la MACSF et qui est ma conviction profonde, alors je vends ma paroisse, c'est bien sûr, mais c'est la réalité, c'est qu'en termes d'entrée pour le grand public dans le private equity, la dette privée, c'est quand même un super point d'entrée parce que moins volatile de toutes les classes d'actifs du private equity. Et donc, pour s'acclimater à l'illiquidité, autant pas avoir le stress de la courbe en J. Ou alors, il faut des produits en equity extrêmement diversifiés. On en fait aussi chez Andera, qui mêlent plusieurs stratégies pour vraiment lisser au maximum la volatilité de un ou deux deals. Bon, c'est clair, c'est très clair. On arrive à la dernière partie du podcast, qui est une partie de conseils. Peut-être d'abord, on va profiter de votre expérience dans le private equity et que dans le private equity, ça qui est fou. Est-ce que peut-être vous pouvez revenir avec nous, partager un peu les moments majeurs qui ont façonné le private equity à travers ces 25 ans, si vous avez des dates ou des événements en tête, mais peut-être même qui sont personnels, et s'il y a des événements actuels qui annoncent un nouveau cycle, peut-être que vous venez déjà de l'évoquer. On peut dévoiler, alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est assez intéressant et s'il y a des étudiants qui nous écoutent et qui m'écoutent, moi je veux quand même leur donner un conseil. Je l'ai dit quand moi j'ai fait ce choix-là, c'était une révélation parce que je trouvais le métier génial. Je ne savais pas qu'on pouvait gagner des sous et c'était clairement pas à la mode. Donc ne choisissez pas votre voie pour des raisons de mode et de médiatisation, mais par rapport à qui vous êtes, quelles sont vos qualités et où elles peuvent s'exprimer. Ça, c'est le premier conseil. Les dates marquantes du private equity, il y en a une première qui m'a pas concerné parce que j'étais pas dans cet univers-là, mais qui a eu des effets de bord terribles. Ça a été la crise Internet de 2000-2001. D'accord. Alors moi, je faisais du LBO, donc j'étais pas dans ce truc-là. Sauf que quand vous avez des milliards de milliards qui sont investis en 2 ans dans ce qui s'appelle une révolution et que tout ça explose 2 ans après et que les milliards de milliards disparaissent, eh bien, il y a les effets de bord et les levées de capitaux de fonds qui n'avaient rien à voir avec ça ont été très compliquées au tout début des années 2000 liées à cette bulle-là. Évidemment, il faut toute comparaison avec des choses qui pourraient se passer en ce moment complètement fortuite et non avérée. Le deuxième moment toujours de crise, ça a vraiment été 2009. Ça a été très très marquant pour moi parce que là il y a beaucoup de gens qui écoutent qui n'ont pas connu ce moment-là, mais j'ai vraiment pensé que l'économie allait disparaître en fait. Donc c'était vraiment terrible. Et là encore, et je fais le lien avec la première crise, j'ai vu derrière, puisque le rebond en fait. Et c'est ça que je trouve toujours fascinant avec la finance en général et les private equity en particulier, c'est qu'il y a des crises majeures et derrière, ça repart, on se réinvente, on avance pour améliorer les choses et faire le métier. Donc ça, c'est vraiment ces dates-là qui m'ont marqué dans ma carrière. Sur là où va le marché, moi j'ai toujours deux choses en tête. La première, on vient d'en parler, hein, je pense qu'on est en Europe en tout cas qu'au tout début de la proportion que va prendre le private equity dans l'épargne des ménages. Je ne sais pas vous dire si ça sera
3%, 5% ou 10%. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que c'est moins de 1. Donc, est-ce que le marché va faire x3, x5, x10? Je ne sais pas, mais ça va avoir lieu. Encore une fois, on ne peut pas priver les gens qui se préoccupent de leur vieux jour, de leur retraite, de tout ce qu'on veut. Et ces problématiques que nous avons en France, elles sont partagées par tous les citoyens européens, au-delà des modèles qui sont différents. Donc ça va avoir lieu. Et après, c'est l'impact que ça va avoir sur le marché. Et la question, c'est qui va prendre cette épargne? Qui va gérer ça? Est-ce que ce sera 10 gérants, 20 gérants, 50 gérants? Bref, est-ce que cette consolidation, elle va être ultra marquée ou est-ce qu'on va réussir à exister? Je précise que je me mets dans les petits qui vont essayer de subsister, de survivre et de se développer dans cette vague-là. On n'a pas du tout chez Andera l'outrecuidance de se comparer aux 10 plus grands gérants mondiaux. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être, nous on a l'habitude dans le podcast de laisser le mot à la fin à l'invité. Donc si jamais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, une anecdote que tu aimerais partager ou même un dernier conseil, c'est ton moment. Le conseil, je l'ai déjà dit, regardez-vous dans la glace, dites-vous froidement quelles sont vos qualités et choisissez une voie qui corresponde à vos qualités. Ça sera le meilleur moyen de réussir. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.